c'est important de pouvoir se positionner comme Amnesty, tant au niveau belge qu'au niveau mondial, pour défendre en tout cas la fin des discriminations et permettre finalement à chacun d'avoir une vie digne. Karine Thibault, vous êtes directrice générale d'Amnesty International Belgique francophone. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Avant d'être nommée directrice générale, vous avez notamment travaillé pour de nombreuses associations. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontée en tant que femme dans ces milieux? Ok, donc avant de travailler à Amnesty, avant d'être directrice générale, j'ai travaillé à Greenpeace, j'ai travaillé au CNCD 1111, je suis partie aussi à l'étranger pour Médecins du Monde France. Je pense qu'une des choses qui est en train de changer, mais qui est encore une réalité, c'est que parfois dans les postes de direction, il y a relativement peu de femmes dans les ONG. Alors ça change beaucoup pour l'instant, mais il y a eu une époque où c'était pas forcément la majorité, et donc c'était parfois se retrouver dans des situations dans lesquelles c'était un comité de direction qui était majoritairement masculin, et parfois c'était pas si simple que ça pour toutes les femmes qui étaient présentes de pouvoir se faire entendre et de pouvoir faire passer leurs idées. Je dirais que ça c'est un élément. Après l'autre élément comme difficulté, c'est que c'est pas seulement sur la question de la direction, mais c'est aussi en général dans les positions, que ce soit dans les conseils d'administration ou que ce soit dans les positions plus intermédiaires, ça manque encore souvent d'un équilibre homme-femme où on va retrouver plutôt des hommes qui sont dans ces postes-là. Et c'est pas toujours simple pour toutes les femmes de pouvoir jongler entre, en tout cas, des tâches plus classiques quand elles ont des enfants et le fait d'être temps plein et d'avoir un temps plein qui les occupe beaucoup. Et tout au long de votre carrière, vous avez œuvré pour les droits des femmes et l'accès à un avortement sûr et légal. Pouvez-vous nous en dire plus? Vous avez travaillé pour Médecins du Monde, en Haïti, en Uruguay, en Argentine. Alors peut-être la première chose que j'ai vraiment commencé à faire, c'est quand j'ai travaillé en Haïti. Donc j'ai travaillé pour une organisation qui était une organisation haïtienne, qui était une organisation, j'étais la seule étrangère, donc je parlais en créole et je travaillais en créole. Et en fait, c'était le moment où la loi venait de changer en Haïti, où en fait le viol n'était plus considéré comme un crime d'honneur qu'on réparait par un mariage ou par le paiement en fait à la famille de la victime, mais qui était considéré comme un crime qui méritait une justice, une condamnation, une réparation. Et donc moi, un de mes travaux, ça a été avec toute une équipe d'activistes haïtiens, d'activistes haïtiennes, en fait, de travailler dans des endroits qui étaient souvent reculés, qui n'étaient pas la capitale Port-au-Prince, de pouvoir accompagner des jeunes filles qui étaient victimes de viol, qui se retrouvaient enceintes. En général, elles étaient exclues de l'école parce qu'on ne voulait pas avoir des filles enceintes à l'école. Donc, de leur permettre de conserver l'accès à l'école et de continuer à avoir une vie normale. Et puis, leur permettre aussi de porter plainte. Donc, on les a accompagnés dans des plaintes par rapport souvent à des gens qui étaient des gens de la communauté, des gens du village. Et alors, de former aussi tout ce qui était magistrat et activiste des droits humains sur cette nouvelle loi. Et en fait, pour moi, c'était un moment assez fort parce que je me suis retrouvée avec des très jeunes filles qui avaient 14-15 ans, qui avaient été souvent mises au banc de leur communauté, au banc de leur village, dans des endroits dans lesquels c'est vraiment la grande précarité, c'est vraiment très difficile de vivre, qui se retrouvent toutes seules avec des enfants en bas âge, exclues de l'école et souvent pointées du doigt. Et donc, c'était comment est-ce qu'on peut en même temps leur créer un soutien, leur permettre de continuer à avoir accès à l'école et à d'autres choses, leur permettre aussi de grandir finalement avec un enfant qui est issu d'une grossesse non désirée, et puis de changer toute la mentalité. Et ça a été très fort parce que j'ai travaillé aussi avec des activistes haïtiennes qui étaient des féministes très engagées, qui avaient gagné ce combat. Donc là, c'était une première partie de mon travail. Puis je suis restée longtemps en Haïti, je suis restée 4 ans. Puis j'ai travaillé 2 ans avec Médecins du Monde France. Et là, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était les hôpitaux, en fait. L'idée, c'était que quand les femmes arrivent, qu'elles étaient victimes de viol ou qu'elles étaient victimes de violences conjugales, qu'elles trouvent d'abord des médicaments, tout simplement, pour empêcher les grossesses non désirées, pour empêcher la transmission du VIH-Sida, qu'elles trouvent une écoute, donc de former des professionnels de santé qui étaient capables de les écouter et de comprendre les enjeux de violence conjugale ou les enjeux de violence sexuelle, et de leur permettre aussi d'avoir un certificat médical si elles voulaient porter plainte. Donc ça a été tout un travail, en fait, dans les différents hôpitaux, de pouvoir mettre en place, qui existe maintenant en Belgique, ce qu'on appelle les centres de prise en charge de la violence sexuelle, des victimes de violences sexuelles, et de pouvoir aussi travailler au niveau des communautés pour changer les mentalités. Et donc pour moi, c'était
Bah, c'était très touchant parce que Haïti, c'est un pays qui est un peu particulier, au sens c'est un pays qui a fait son indépendance très tôt. En 1804, c'est la première république noire. C'est un pays d'esclaves qui se sont révoltés contre une puissance coloniale qui était la France, mais un pays dans lequel les femmes ont c'est un pays qu'on appelle matrifocal. C'est les femmes qui gèrent toute la famille et les enfants, mais souvent en ayant une grande précarité. Et donc, c'était vraiment de construire toute une discussion sur rééquilibrer les enjeux de genre, mais en le faisant avec des mouvements haïtiens, des mouvements de femmes haïtiennes très engagées. Et puis après, je suis partie en Uruguay, puisque tu l'as évoqué. Et là, j'ai travaillé et j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée au moment, juste un an et demi avant que l'avortement soit dépénalisé. Donc moi, je travaillais avec des médecins qui avaient déjà développé toute une stratégie de réduction des risques pour réduire les avortements qui sont insécures, hein, parce qu'on le sait bien, quand l'avortement est interdit, en fait, il n'empêche pas les avortements, ça empêche d'avoir des avortements qui soient sûrs, et ça fait qu'on a des femmes qui décèdent ou des femmes qui ont des soucis de santé. Et alors, je travaille avec des médecins donc pour renforcer l'accueil et justement permettre d'avoir des services d'avortement légaux. Et puis, travailler avec des féministes qui avaient mené une campagne très longue. Et donc, nous, on est arrivés, c'était assez magique parce qu'on est arrivé à la fin du combat qui a été gagné quand moi j'étais là. Et donc, ça, c'était vraiment une très grande joie quand le Parlement a voté. Et aussi, c'était le premier pays en Amérique latine qui prenait ces décisions. Et après, il y a d'autres pays qui ont suivi. Il y a le Mexique qui a pris ces décisions maintenant de dépénaliser l'avortement. L'Argentine l'a fait. Donc voilà, c'était le premier pays qui le faisait en Amérique latine, qui est une région qui est caractérisée par aussi des pays qui sont les plus restrictifs sur le sujet. C'est le cas du Salvador, où en fait c'est absolument interdit dans tous les cas, et donc on a déjà des femmes qui sont décédées parce que en fait il n'y avait aucun médecin, aucun professionnel de santé qui était d'accord de faire même un avortement médical parce que en fait la grossesse pouvait amener à leur décès. Et donc même pour danger pour la vie de la mère, c'est même refusé. Et qu'est-ce que vous a apporté ces expériences aujourd'hui en tant que directrice générale d'Amnesty? Mais je pense qu'avant ces expériences, j'étais déjà féministe. Hein. Je pense que si on parle de ça, alors le féminisme, ça ne se limite pas pour moi au débat entre l'égalité entre les hommes et les femmes et à lutter contre le patriarcat. Je pense que c'est un des éléments. Ça veut dire arrêter les discriminations qui touchent particulièrement les filles et les femmes, permettre aussi aux hommes d'avoir autre chose que de répondre à des stéréotypes de genre qui leur demanderaient systématiquement des hommes forts et ainsi de suite. Mais c'est aussi aller plus loin en remettant en cause les identités de genre et donc travailler aussi sur tout ce qui est la discrimination contre les personnes LGBTQIA+, et ainsi de suite. Donc pour moi, venir à Amnesty, c'était important parce que c'est une organisation qui a fait ce choix-là depuis longtemps. Je pense qu'on est dans un moment où on l'a vu aux États-Unis, par exemple, la question de l'avortement, c'est un des enjeux pour des lobbies de plus en plus conservateurs de réduire les droits des femmes, mais c'est aussi un moment dans lequel on voit, par exemple en Italie avec Giorgia Meloni, qu'il y a une réduction aussi des droits des couples gays et lesbiennes, par exemple, à avoir des enfants. Donc on est dans un moment dans lequel c'est important de pouvoir se positionner comme Amnesty, tant au niveau belge qu'au niveau mondial, pour défendre en tout cas la fin des discriminations et permettre finalement à chacun d'avoir une vie digne et de pouvoir vivre comme cette personne l'entend, pouvoir participer à la société comme elle l'entend et aussi ne pas être victime de discrimination. Et ça, c'est un élément important et je pense que ça va être un gros combat dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Dans un sujet plus actuel sur les zones de conflit, des analyses sexospécifiques mettent en évidence les multiples effets négatifs de tous ordres sur le plan physique, affectif, psychologique, économique, social que subissent les femmes vivant dans toutes les zones de conflit à travers votre expérience et le rôle éminemment important que joue Amnesty International. Quelles sont les réponses politiques de la communauté internationale sur cette problématique? Mais donc, tu l'as bien dit, hein, donc c'est évident qu'il y a des questions qui sont spécifiques et sexo-spécifiques dans les conflits. On le voit par exemple dans les déplacements forcés. Par exemple, ce sont souvent les femmes qui se retrouvent dans les camps de réfugiés dans des situations très complexes. Elles sont plus souvent victimes d'agressions sexuelles et de viols. C'est elles qui souvent se retrouvent responsables, par exemple, de la recherche de l'eau, de la recherche de l'alimentation. On le voit aussi, même pas que dans le cadre des conflits, mais dans les événements météorologiques extrêmes, il y a plus de femmes qui décèdent que d'hommes. Pourquoi? Parce que souvent, elles restent dans les endroits pour prendre soin des enfants ou des personnes âgées, ou parfois, quand c'est un tsunami, elles ne savent pas nager, donc c'est elles qui vont couler dans le cadre d'un événement météorologique extrême. Et donc, il y a plusieurs enjeux. Il y a le fait que d'abord Amnesty se bat pour qu'on mette fin à l'impunité, même dans les conflits. Donc, une des choses que nous faisons, c'est refaire des rapports qui mettent en avant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et donc, par exemple, dans les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité, il peut y avoir des viols massifs. Ça a été le cas, par exemple, au Kivu, et c'est encore le cas au Kivu,
dans la zone autour de Goma. Mais ça peut être aussi des situations qui sont liées au déplacement forcé de population, à la réalité que vivent les femmes dans ces cas-là. Et donc, il y a deux éléments. Il y a la lutte contre l'impunité. Donc ça, c'est fait des recherches, des rapports. Et Amnesty va dénoncer cela et va essayer finalement, grâce à ces rapports, d'alerter la communauté internationale pour qu'elle agisse et qu'elle mette fin au conflit, mais aussi ça va permettre, par exemple, d'être utilisé en tant que preuve auprès de procédures, soit à la Cour pénale internationale, soit à la Cour internationale de justice. Et l'autre élément, c'est la réponse humanitaire. Et c'est là aussi où, évidemment, il y a tout un enjeu dans la réponse humanitaire à être attentif aux questions sexospécifiques. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Par exemple, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'eau, et donc d'avoir des réponses qui vont faire aussi attention à la réalité des femmes ou des jeunes filles dans des camps de réfugiés, par Et exemple. Amnesty International va aussi faire conseiller les politiques internationales sur ces réponses sexospécifiques. Oui, donc Amnesty International, il y a plusieurs choses. Donc Amnesty International se bat évidemment sur des grandes conventions internationales sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ça aide aussi même à penser les cas de crise. Mais Amnesty va aussi se battre évidemment pour dénoncer, par exemple, des situations qui touchent directement les femmes et les filles dans les zones de conflit. Donc c'est ça que j'évoquais, hein, les viols massifs, par exemple. Donc ça a des éléments sur lesquels on va, par exemple, alerter la communauté internationale. L'exemple, c'est un viol qui a eu lieu il y a plus d'1 an par le M23, qui était évidemment dans la zone du Kivu en RDC. Et bien ça, c'est un rapport qu'on a produit qui permet justement d'alerter la communauté internationale sur des choses qui sont souvent fort cachées. Hein. Donc quand on est victime de viol, il est très très rare qu'on ait envie d'en parler publiquement, c'est très rare de témoigner, il y a un sentiment de honte très puissant et donc ça c'est aussi évidemment important de pouvoir le sortir à la lumière. D'ailleurs, on sait que depuis 1991, l'UNHCR a entré des mesures spécifiques dans son programme de prise en charge des femmes réfugiées et le programme d'action de Beijing en 1995 a étendu un vaste programme équivalent à l'ensemble des agences des Nations Unies sur la protection des femmes en zone de conflit. Remarquez-vous des avancées concrètes avec les événements récents de ces dernières années? Sur les conflits? Oui. Et l'accueil des femmes réfugiées. En fait, je dirais que c'est très ambigu, c'est très entre gris clair et gris foncé. Je dirais, qu'est-ce qui a avancé? C'est la conscience que il ne faut pas avoir des approches généralistes par rapport aux personnes déplacées ou aux personnes réfugiées, qu'on doit tenir compte des identités, entre autres la question sexo-spécifique ou la question, par exemple, de l'âge. Et donc, il y a, par exemple, des choses sur... Je vais donner un exemple très précis. Hein. Dans un camp de réfugiés, par exemple, là où on se douche, là où on se lave, où on se douche, on peut rendre cet espace sécurisé et non dangereux pour les femmes, ou ça peut être au contraire un espace dans lequel ça va être très risqué pour elles d'aller parce qu'elles peuvent vivre des agressions sexuelles ou des viols de manière beaucoup plus systématisée. Donc ça, c'est des choses qui ont évolué. Ce pourquoi je dis qu'on est entre gris clair et gris foncé, c'est que si on regarde, et là je parle en général de l'accueil des demandeurs d'asile et demandeuses d'asile en Belgique et en Europe, nous, ce qu'on constate, c'est une tendance de plus en plus problématique. Ça veut dire qu'on va de plus en plus avoir de fermeture des frontières, de tentatives d'expulser les gens, de ne pas les accueillir ici. Et donc, la question aussi des femmes demandeuses d'asile ne s'est pas améliorée. Par exemple, il y a des pays dans lesquels, c'est le cas de l'Afghanistan, on continue à ne pas donner une protection temporaire aux Afghans qui fuient la guerre en Afghanistan. Donc, c'est là où je dirais qu'il y a quand même de la nuance à avoir, c'est qu'on voit que la fermeture et le fait que les politiques migratoires soient de plus en plus restrictives en Europe, quelque part, ça a un impact aussi sur la situation des femmes qui fuient des conflits et qui essayent de venir dans des pays comme l'Europe. Alors, c'est à nuancer parce que, par exemple, sur la question ukrainienne, on a été excellent. L'Union européenne a été très solidaire. Elle a été tout à fait capable d'accueillir des milliers d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes, c'est le cas en Belgique, de permettre aux femmes d'avoir accès à un logement, aider les enfants à être scolarisés, ainsi de suite. C'est beaucoup moins le cas pour d'autres crises dans le monde, dans lesquelles, par exemple, pour la Palestine et Gaza, dans lesquelles on est très peu soutenant par rapport aux familles, par exemple de binationaux ou autres, qui voudraient arriver en Belgique et qui voudraient fuir le conflit. Amnesty International dénonce ce deux poids deux mesures de la part des autorités européennes. Ah, mais complètement. Hein. Donc, c'était notre dernier rapport a tout de suite dit qu'il y avait un double standard hein, dans la réponse, en tout cas, des grands pays. C'est l'Union européenne, c'est aussi les États-Unis, sur ce double standard entre l'accueil qu'on avait fait pour les personnes qui fouillaient le crime d'agression en Ukraine et l'accueil qu'on fait pour d'autres personnes qui fouillent des conflits. Donc, on est très critique là-dessus. Et comment pouvez-vous l'expliquer? Il y a plusieurs éléments. Je pense que il est évident que pour l'Union européenne, il y avait un sentiment de grande proximité avec la population ukrainienne parce qu'elle nous ressemble en fait tout simplement, hein, blanche, européenne,
en partie catholique, et donc et le sentiment aussi que la Russie menace l'Ukraine, mais qu'à travers le crime d'agression en Ukraine, ça menace aussi toute l'Union européenne, ce qui est beaucoup moins le cas pour d'autres conflits dans lesquels il y a beaucoup moins d'empathie, mais c'est quelque chose qui pourrait être construit. Je pense que les responsables politiques pourraient construire cela et avoir une autre politique migratoire. Et donc, on sent bien qu'en Europe, il y a un double mouvement. Il y a un mouvement où on voit la montée de l'extrême droite, où il y a un repli sur soi, et malheureusement qui est souvent amplifié par des politiques migratoires de plus en plus restrictives. Donc voilà, je pense que c'est ça, qu'il n'y a pas eu du tout la même réaction de l'Union européenne à la crise en Ukraine. On a tout de suite mis en place des visas de protection temporaire, on a tout de suite accueilli, on les a renouvelés. Et ce qu'on fait, ou ce qu'on ne fait pas du tout, vis-à-vis d'autres personnes qui fuient d'autres conflits. Et comment Amnesty International encourage les autorités européennes, états-uniennes à mieux réagir face à l'accueil migratoire des femmes ou des enfants palestiniennes, palestiniens? Ben, Amnesty fait plusieurs choses. Hein. Donc Amnesty, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours produire des rapports. Donc déjà, regarder ce qui se passe, dénoncer ce qui se passe. On va faire des campagnes. Ça veut dire qu'on va dénoncer ce qui se passe auprès des médias, on va en parler sur les réseaux sociaux, on va faire des pétitions sur le sujet, on va réagir. Et puis après, on va interpeller les autorités politiques par rapport à ce qu'elles font. Et donc, sur la question principalement de Gaza, on travaille beaucoup plus sur la question du cessez-le-feu, donc d'obtenir un cessez-le-feu et de mettre pression sur, en tout cas, les alliés d'Israël pour qu'ils fassent pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu. Sur la question migratoire, pour le coup, en Belgique, on s'est surtout allié avec le CIRE, qui est une plateforme dont on est membre, pour publier des cartes blanches, pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas d'impact. Mais bon, en tout cas, d'essayer de dire, voilà, on devrait accueillir beaucoup plus facilement des familles palestiniennes qui essaient de fuir Gaza, surtout quand c'est des familles qui sont des familles issues de gens qui sont des binationaux, hein, donc ou des gens qui sont ici en Belgique et qui aimeraient bien faire venir leur famille. Donc c'est la question évidemment du regroupement familial. Et selon vous, ça porterait atteinte aux droits des femmes d'empêcher ce regroupement familial? Ben, ça porte. Alors, c'est pas qu'aux droits des femmes, parce que ça dépend évidemment qui est de l'autre côté. Mais c'est évident que, en général, le fait de mettre des barrières à l'accès au territoire a un impact aussi sur les femmes. C'est une évidence. Maintenant, revenons sur un sujet un peu plus national. Récemment, vous avez déclaré lors d'un entretien avec Philippe Hensman, ce qui singularise Amnesty, c'est aussi le fait d'avoir cette dimension nationale et internationale. Alors concrètement, quelles sont les actions que vous menez en Belgique et notamment sur le droit des femmes? Ok, donc oui, Amnesty, c'est ça sa force, hein, c'est le national et l'international, sa force aussi, c'est son mouvement activiste. Donc sur les droits des femmes, ça fait très longtemps qu'Amnesty Belgique francophone est très actif, hein, ça fait plus de 20 ans qu'on a travaillé sur la question de la dénonciation des violences sexuelles, et donc on a fait plein de choses, on a fait des sondages qui à l'époque ont montré l'ampleur des violences sexuelles, et je pense que maintenant, si on regarde un peu, certaines choses ont changé. D'abord, la honte a changé de camp. Je pense que de plus en plus, depuis la MeToo, il y a une volonté de lever la parole, de plus en plus de victimes parlent, mais ça reste encore un fléau largement toléré dans une partie de la société. Il y a encore une omerta. Ben, par exemple, je vais donner un exemple. Il y a eu un sondage récemment auprès de l'UCL sur les jeunes filles à l'UCL et qui a montré comme des taux assez gigantesques d'agressions sexuelles et de viols, entre autres dans les baptêmes étudiants. Donc on était sur des volumes de 10 à 20%. C'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est vraiment énorme dans une communauté étudiante qui devrait justement avoir avancé sur la question des normes de genre. Mais donc ce que fait Amnesty là pour l'instant, ce qu'on a choisi, c'est d'abord de continuer un travail en termes d'éducation aux droits humains dans les écoles sur la question du consentement. C'est encore quelque chose qui n'est pas encore clair pour tout le monde, ce que c'est le consentement, de continuer à informer sur la question des violences sexuelles, mais on constate que par contre, d'un point de vue politique et de dispositif, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des centres de prise en charge, il y a des formations au niveau des policiers, des magistrats, et donc une des choses sur lesquelles maintenant on a choisi d'axer les mois qui viennent, c'est d'obtenir la dépénalisation complète de l'avortement en Belgique, parce qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel la Belgique procrastine depuis 4 ou 5 ans. Depuis 2020, la déclaration gouvernementale, on nous avait promis de réunir un comité d'experts pour évaluer la loi en Belgique. Ça a été fait. Il y a plus d'1 an, il a remis son rapport. Et donc, son rapport a pointé du doigt l'inefficacité du cadre législatif belge, puisque, on le sait, le délai est seulement de 12 semaines. On a encore plus de 300 à 400 femmes qui sont obligées d'aller aux Pays-Bas pour obtenir un avortement. Et c'est souvent des femmes très précarisées, qui ont beaucoup de difficultés à pouvoir se déplacer. On a encore des sanctions pénales dans la loi contre les femmes
qui pratiquent un avortement au-delà des 12 semaines contre les professionnels de santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut voir changer. Et donc, nous disons, nous sommes lassés d'attendre, nous sommes lassés d'avoir quelque chose qui avance. La Belgique doit avancer et c'est pas possible qu'il y ait un seul parti qui bloque cela. Enfin, il y a deux partis qui bloquent structurellement l'avancée de ce débat. Alors voilà, il faut vraiment qu'on avance sur le sujet. Donc, ce sera notre combat, en tout cas, pour les mois qui viennent. Et structurellement, vous êtes la directrice d'Amnesty International francophone. Comment travaillez-vous avec nos amis flamands? Alors, mon collègue s'appelle Louise de Grave, c'est le directeur d'Amnesty Vlaanderen. Donc, on travaille sur plein de choses ensemble. On travaille d'abord sur tout ce qui est plaidoyer au niveau fédéral. Donc là, eux contactent les responsables politiques flamands et nous, les responsables politiques francophones. Mais on est d'accord sur nos positions. On a des positions communes. Après, on n'a pas forcément toujours les mêmes campagnes, mais on a certaines campagnes qui sont communes, entre autres sur la question des migrations. Et puis, on va souvent ensemble dans des mobilisations et après, on partage notre bureau. Donc, on se voit tous les jours, en fait, avec les collègues flamands. Eh bien, cette interview touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir Ok, répondu à nos merci à vous. questions.